Bonjour à tous, nous sommes le jeudi 18 septembre et je pense qu'on peut dire qu'on tient le match de référence du Paris Saint-Germain, un match qui est impressionnant, surtout quand on regarde les prestations des autres géants européens. J'ai l'impression que personne ne s'assoit à la table du Paris Saint-Germain actuellement et on reviendra là-dessus avec la news d'ouverture. On fera également un retour sur les autres matchs de Champions League avec un Bayern-Chelsea et un Liverpool-Atlético qui étaient deux rencontres extrêmement intéressantes. On parlera de l'avenir de Ruben Amorim et de la reconversion de Samuel Umtiti. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Ce PSG est monstrueux et n'a fait qu'une bouchée de l'Atalanta. Au final, la plus grande menace qui pèse sur les Parisiens, c'est pas leurs adversaires, ce sont les risques de blessures. João Neves pourrait en dire quelque chose. Voici les compositions qui étaient alignées pour cette rencontre. Dembélé évidemment blessé, c'était Mayulu qui était titularisé. Une surprise, on attendait davantage Gonçalo Ramos, mais je pense que le message envoyé par Luis Enrique est très clair. Gonçalo Ramos est un excellent entrant, mais il a envie d'un numéro 9 qui participe énormément au jeu, ce qui n'est pas le profil du Portugais. Le jeune Français a réussi une prestation digne, mais c'est pas lui qui était le plus en lumière. On a eu un match XXL de la part de Guevara en attaque. On souligne souvent son activité démentielle sans ballon. Là, il a rappelé que c'était surtout un joueur qui avait du ballon. Il a été ultra dangereux, technicien hors pair, un but qui est impressionnant et le tout alors qu'il jouait sur le côté droit, ce qui, on le rappelle, n'est pas son côté de prédilection. Et puis Nuno Mendes, c'est un joueur qui parfois a des pics de forme, parfois est un peu moins bon, mais on peut quand même dire qu'au cours de ces derniers mois, le niveau moyen est très très haut, et là il est clairement dans un pic, il a été monstrueux, il a fait des différences incroyables, il a eu un volume de jeu impressionnant, très solide défensivement, ultra dangereux devant, l'homme du match à mes yeux, tout simplement. Sinon, de manière générale, le match était très carré de la part du Paris Saint-Germain, les statistiques le montrent, tu as la possession, le contrôle du ballon, tu t'es procuré beaucoup d'occasions, tu as peu concédé, ça aurait même pu alourdir le score si Barcola avait transformé le penalty concédé par les adversaires. Ça a été provoqué par Marquinhos. De manière générale, disons-le clairement, ce Paris Saint-Germain fait plaisir. Et désormais, on espère que João Neves, sorti sur blessure, va vite se remettre. Bon, Chelsea, ils ont beau être champions du monde à l'issue d'une compétition qui sent la peinture fraîche, il y a un retour à l'humilité qui se fait en ce début de saison. En Première Ligue, ils sont seulement 5e avec 4 points de retard sur Liverpool. Et puis surtout, pour leur début en Champions League, ils se sont fait corriger par un Bayern Munich qui leur a collé 3-1. Ça fait mal, mais en même temps, c'est amplement mérité. Voici les compos qui étaient alignés. Et le joueur qui ressort le plus, c'est Harry Kane, double buteur. Une réalisation sur penalty, il faut le préciser. Et le troisième et premier but bavarois, il vient d'un centre de notre Français Michael Olise, un centre qui se retrouve être contré, et d'ailleurs la tête que fait Chalobah sur cette action est incroyable, ça me fume complètement. On retiendra également Cole Palmer qui réduit l'écart, c'est le joueur le plus en vue du côté de Chelsea. Son but est sympa, il combine bien avec Malo Gusto, mais de manière générale, le Bayern Munich était bien supérieur. Ils ont été vraiment ultra carrés. C'est comme ça qu'on apprécie le Bayern, avec des ailiers qui ont été difficiles à contenir pour l'adversaire, avec finalement un rythme et un pressing qui a été très efficace. Donc le Bayern Munich, il est de retour en grande forme. Je pense que ça va être un des grands candidats pour la Ligue des Champions cette année. On en parle trop peu. Griezmann finito, mais Van Dijk et Salah éternel, c'est un peu la conclusion qui ressort de ce match entre Liverpool et Atlético Madrid. Une victoire qui a été obtenue dans le temps additionnel par les Reds, mais surtout un match qui nous laisse à penser qu'il y a des joueurs, des cadres du côté de Liverpool qui sont tout simplement imbougeables. Voici les compositions qui étaient alignées. Et Van Dijk, du coup, match de patron ultra dominant dans les airs, une tour de contrôle fiable toujours trouvée par ses partenaires, et puis le but dans le temps additionnel. Je suis vraiment admiratif de la carrière de ce mec qui est une référence pour Liverpool, un modèle de longévité, et puis en la matière il faut également parler de Salah, buteur qui a fait des différences énormes sur son côté. Certains le désignent comme un candidat potentiel au Ballon d'Or. Dans tous les cas, ce qu'on peut dire, c'est que du côté de l'Angleterre, tu as très peu d'attaquants qui peuvent discuter avec Mohamed Salah. Il l'a rappelé avec ce match de Champions League, et franchement, les
les 6 premières minutes synonymes de 2 buts pour Liverpool, ça te mettait un petit peu dans l'ambiance. Il y a un coup franc qui est contré qui donne un but, il y a des attaques incessantes de la part de Liverpool, il y a un pressing qui d'entrée te prend à la gorge, ça a un peu choqué l'Atlético Madrid, un Atlético qui est revenu grâce à Llorente qui met un premier but peu académique et un second qui est une volée absolument fabuleuse, mais il était un petit peu seul. Si tu regardes les attaquants du côté de l'Atlético Madrid, ça n'a pas vendu du rêve au cours de cette rencontre, et oui, l'Atlético est un animal dangereux qu'il faut jamais enterrer. Ils ont failli aller chercher le match nul à Liverpool malgré une entame très complexe, donc méfiance, méfiance, mais vraiment Liverpool c'est très solide, c'est très fort, et il y a des cadres qui répondent présents. Ruben Amorim va peut-être enfin se faire virer. Il aura 3 matchs pour décider de son destin selon Sky Sports, ou plutôt ce sont les 3 matchs qui vont décider de son destin, et lui, eh bien, il va potentiellement se retrouver être victime. Ce sont les matchs face à Chelsea, face à Brentford et face à Sunderland qui scelleront son avenir. La presse anglaise évoque même le fait qu'il est en train de perdre son vestiaire, et il faut avouer que ça n'a jamais été simple à Manchester United au cours de ces dernières années. Je suis pas sûr qu'un changement d'entraîneur soit la solution. En plus, Ruben Amorim, il a prouvé du côté du Sporting que c'était un mec compétent, mais c'est juste inacceptable ce qui se passe du côté de Manchester United. Son bilan à Ruben Amorim, c'est 18 victoires, 9 nuls et 20 défaites du côté du club de la Première Ligue. C'est finalement un résultat digne d'un petit club qui joue le maintien. Alors dans les faits, on n'est pas si loin que ça, parce que Manchester United, ça fait 15e la saison dernière. Actuellement, c'est 14e, alors que tu as des très gros moyens qui sont investis. Alors, on verra si Ruben Amorim survivra à la tempête, mais j'ai envie de faire une conclusion très triste. S'il est viré, je suis pas sûr que ça résolve toutes les problématiques. Et s'il est gardé, je suis pas sûr non plus que lui laisser du temps soit une bonne solution. J'ai vraiment l'impression que le problème à United, il est global sur le recrutement et la manière de bosser. Et bien finalement, Macron, il avait raison, il suffit de traverser la rue pour trouver un boulot, ou tout du moins, il avait raison si tout le monde s'appelait Samuel Umtiti. Parce que oui, Umtiti a sitôt annoncé sa retraite sportive qu'il a trouvé un nouveau boulot, il va devenir consultant pour DAZN, et on peut dire qu'il n'a pas perdu de temps. Alors je suis curieux de voir ce que ça va donner, parce qu'on le sait, consultant et commentateur, parce qu'il aura les 2 casquettes, c'est un métier qui est quand même assez complexe, et il suffit pas d'avoir été un très bon joueur pour réussir dans cet exercice. Umtiti, c'est un mec qui est hyper apprécié, donc déjà ça va jouer en sa faveur, et j'ai toujours trouvé qu'au micro c'était un joueur posé, intelligent, plutôt éloquent, donc franchement j'ai un a priori positif. Du côté de DAZN, il aura 2 missions. La première, ce sera commentateur de match de Serie A. Il avait fait une pige à Lecce, donc c'est un championnat qu'il connaît un petit peu, et puis il participera également à un magazine de DAZN, à savoir Super Monday, où il sera consultant. On lui souhaite évidemment de s'épanouir dans sa nouvelle carrière. Moi, je suis parfois un petit peu fatigué des joueurs qui deviennent consultants, parce qu'on va être honnête, il y en a qui apportent strictement rien et qui seraient mieux remplacés par de très bons journalistes, mais pour Big Sam, j'ai vraiment un a priori positif, et puis surtout, pour lui, c'est temporaire, parce que son projet long terme, il l'a dit, c'est de devenir entraîneur. Terminé pour le journal du jour, je n'ai pas encore tranché le sujet de l'après-midi, donc je vous donne rendez-vous aux alentours de 17 h pour un sujet surprise entre guillemets, mais quand je dis ça j'ai l'impression que ça va être un grand événement, alors que finalement ce ne sera pas un sujet qui sortira particulièrement du lot à mon avis, mais voilà, j'ai encore quelques petites hésitations. Je serais bien revenu sur le match du Paris Saint-Germain, mais je me dis qu'il y a le classique ce week-end, je risque déjà de reparler de ça. J'ai beaucoup parlé de l'OM et de Paris dernièrement, donc on va peut-être réserver ça pour le sujet de demain. Cet après-midi, je vais peut-être aller chercher un truc un peu différent. Voilà, je vous ai partagé mes réflexions, je vous donne rendez-vous à 17 h. Salut!